Bonjour et bienvenue dans ce nouvel éclair d'infos. Avant de commencer cet épisode, je voulais vous dire un grand merci et bienvenue aux nouveaux abonnés. Vous êtes désormais plus de 58 000 à suivre le Choucroute Garage et ça c'est génial. Cela donne une visibilité à la chaîne et me permet de financer le travail derrière la réalisation de toutes ces vidéos. Un immense merci également aux contributeurs sur Utip, Tipeee et ceux qui ont fait des achats sur la boutique Spreadshirt. Pour ces derniers, vu que je n'ai pas vos coordonnées et donc que je ne peux pas vous remercier comme je le fais directement avec les tips ou en fin de vidéo, je voudrais vous faire apparaître dans la liste de fin de vidéo. J'ai donc décidé de faire un petit trombinoscope. Il suffit de m'envoyer une photo où vous portez ce que vous avez acheté. Cela devrait donner une belle mosaïque en fin de vidéo. Pour ceux qui l'avaient déjà fait, merci de me renvoyer la photo. Cela m'évite d'aller rechercher dans 3 ans de mails et messages. C'est bien entendu valable pour ceux qui ont des articles long range également. Parce qu'il pourrait bien y avoir un retour du logo très bientôt. Mais je vous en dis pas plus pour le moment. Allez, c'est parti, on y va. Générique. Voilà, deuxième partie du résumé et de la traduction du démontage de la Model S Plaid par Sandy Munro. Pour la première partie de cet épisode qui va traiter des suspensions, Sandy s'est adjoint les services de Jordan Arocha. Celui-ci est employé de Munro depuis de nombreuses années et a déjà travaillé sur des anciennes Model S. Cela aura son importance, vous verrez. Le premier point abordé est le berceau avant. Celui-ci est totalement différent de l'ancien. Là où le précédent design était fait de pièces embouties, le nouveau est composé de plusieurs pièces extrudées et moulées, puis assemblées par soudure. Ce qui est intéressant, c'est que cette nouvelle pièce n'est plus la seule à assurer la rigidité de l'ensemble. Le système de direction est désormais monté rigidement sur le berceau, contrairement aux anciennes Model S. Cela offre deux avantages. Plus de précision dans la conduite, mais surtout, le carter de la crémaillère de direction est désormais une pièce structurelle. Tout comme le réservoir d'air comprimé qu'on avait vu dans la vidéo de la dernière fois. Cela a permis de supprimer un renfort présent sur les anciens modèles et donc de gagner de la place, du poids et du coût. Les bras de suspension sont en aluminium forgé et encore une fois, différents de ceux des anciennes Model S. Sandy pointe le fait que tout ce qu'il voit sur cette auto est très peu commun. On retrouve certains designs sur d'autres marques et modèles, mais jamais tous réunis dans une seule auto. En ce qui concerne les accroches de la suspension sur la caisse en blanc, l'équipe de Munro découvre encore plus de nouveautés. Là où l'ancienne Model S faisait appel à des pièces embouties et soudées, la nouvelle intègre de grands éléments moulés et assemblés sur la coque. Ces nouvelles pièces ont également des caractéristiques intéressantes pour la rigidité et la sécurité. Le fait d'avoir fait passer le cardan au travers de la pièce permet de disposer d'une partie structurelle très basse. Cela améliore la rigidité et abaisse encore le centre de gravité. Cette caractéristique pose pourtant un problème de montage. Le moteur doit être installé en premier sur la caisse, puis les modules avant et supérieurs, et enfin l'ensemble berceau inférieur avec le train roulant. Si une telle installation est valable pour un véhicule de moyenne série, il est bien évident que cela ne pourra pas être utilisé pour une grande série, comme la Model 3 ou Model Y par exemple. Ici, l'efficacité et l'utilisation de l'espace ont été prédominantes sur la facilité de construction. Niveau direction, Sandy regrette la présence d'une liaison physique avec un arbre et des croisillons entre le volant et la crémaillère. Un système tout électrique permettrait de supprimer du poids et de la complexité, mais c'est imposé par la législation. Sandy trouve cela étrange puisque les avions se passent de telles liaisons mécaniques depuis bien longtemps. À l'arrière, le système est différent. C'est un bloc complet qui est extrait de la voiture. Berceau, moteur et train roulant composent un seul module compact. Sandy pointe la qualité des suspensions et du système multibras. Encore une fois, la suspension est largement différente de celle des anciens Model S, avec 5 bras au lieu de 4. Ils sont aussi en aluminium forgé pour la rigidité. Jordan pointe la présence de pièces moulées qui remplacent les anciennes pièces extrudées et embouties. Ces pièces sont impressionnantes par leur taille, mais aussi par leurs fonctions multiples pour maintenir le moteur, les suspensions et assurer la fixation sur la coque, tout en intégrant les passages de câbles, de fluides sans utiliser de fixation rapportée.
De plus, l'ensemble est extrêmement résistant à la torsion pour supporter la puissance des moteurs de la Plaid. Jordan a également remarqué un point intéressant concernant la rétrocompatibilité de ce module. L'ensemble des points d'attache et connexion à la voiture lui semble identique à l'ancien modèle. Il fera un contrôle ultérieur pour s'assurer que c'est bien le cas, mais si c'est vérifié, cela voudrait dire qu'il serait possible de rétrofitter un tel modèle sur une ancienne Model S. Ceci est également valable pour l'avant. Si cela n'a peut-être pas de sens pour la Plaid dont la structure doit encaisser la puissance, qu'en est-il des anciennes Model S ? On peut imaginer à l'avenir faire évoluer une ancienne Model S Long Range en bon état et lui donner une nouvelle jeunesse avec les pièces de la nouvelle Long Range. Voilà qui devient bigrement intéressant pour l'avenir. Pour la structure de la coque, on retrouve encore une fois des pièces moulées qui deviennent la norme chez Tesla. Les fixations de ces pièces semblent faites avec des rivets. Les assemblages sont isolés pour éviter le contact entre l'aluminium et les renforts en acier, contact qui crée un phénomène électrochimique provoquant de la corrosion. Tous ces assemblages sont visiblement conçus pour la rigidité et la solidité de l'ensemble. On en arrive au point qui intéresse tout le monde, la batterie. Sandy est ici accompagné de Ben Lindamood, responsable du démontage de la Plaid. La première surprise qu'il rencontre à l'ouverture du pack est un double capotage composé de 3 pièces d'un poids de 15 kg environ. Cette double épaisseur est une première dans les batteries déjà analysées par Munro. Ben pense qu'il s'agit d'une protection anti-feu imposée par la nouvelle législation chinoise sur la sécurité des batteries. Pour la structure du pack, Ben note que la périphérie a été renforcée par rapport au modèle 3Y avec une pièce soudée. Cela permet une meilleure résistance en cas de choc. L'espace entre la batterie elle-même et le boîtier a d'ailleurs été augmenté, ce qui semble indiquer que les ingénieurs ont voulu mieux protéger les modules. Ceux-ci sont séparés par des pièces moulées qui ont plusieurs fonctions. Eh oui, encore des pièces moulées. Cela permet la rigidité du pack, mais également de séparer les fluides des modules en cas de fuite. Un module percé ne peut ainsi pas inonder le module adjacent. Les embouts du système de refroidissement sont également nouveaux. Ils sont sur le côté droit de la batterie, tandis que les connexions au BMS qui gèrent les modules se fait à gauche. Sandy pense que le refroidissement se fait toujours par des serpentins entre les cellules. Pour la Plaid, l'utilisation de cellules 18650 lui semble intéressante du point de vue de la dissipation thermique, ce qui est primordial pour une auto aussi puissante que la Plaid. Chaque compartiment est équipé de bus de ventilation qui empêchent l'humidité d'entrer mais aussi l'air de sortir si la chaleur engendre de la pression dans le pack, ce qu'on ne veut pas. En ce qui concerne la connectique du contrôle des modules, et contrairement au modèle 3Y, le câble est très long car la gestion du pack de cette nouvelle S est différente. Sur les anciennes S et X, les batteries avaient 14 ou 16 modules et le convertisseur DC-DC qui charge la batterie 12 volts, tout comme le chargeur intégré, était séparé du pack. Dans cette nouvelle batterie, il n'y a plus que 5 grands modules qui contiennent plus de cellules. Cela permet de gagner de la place et donc d'intégrer les éléments directement dans le carter de la batterie. En 2012, une batterie de S85 avait 7104 cellules contre 7920 pour la Plaid. Petite note personnelle, si la contenance de la nouvelle batterie est d'environ 100 kWh, la même capacité a demandé 8256 cellules sur les dernières modèles S 2020. Cela démontre bien une amélioration de la capacité de chaque cellule. La densité énergétique augmente donc et cela permet de gagner de la place et des coûts. Sandy et Ben passent ensuite à une première analyse du chargeur intégré de la voiture. Ils comparent la version qu'ils ont démontée du modèle Y en 2020 à celle de la Plaid. Si le carter est différent, probablement pour des raisons de positionnement, puisque ici le chargeur se trouvera à l'avant de la voiture, alors qu'il est à l'arrière sur les modèles Y. Il est surprenant de voir à quel point les deux éléments sont similaires, mais aussi différents. De nombreux composants sont simplifiés ou remplacés par des composants moins chers ou de provenance différente. Même la longueur des vis ou la technologie des transformateurs évolue vers des éléments moins coûteux, mais tout aussi efficaces. Ces optimisations vont jusqu'à la quantité de pâte thermique utilisée et à la suppression des éléments non essentiels au bon fonctionnement de l'ensemble. Ben pointe le fait qu'on ne sait pas si ces différences sont dues au modèle ou à une constante évolution des pièces chez Tesla. Un chargeur de modèle Y 2022 pourrait très bien être identique à celui de la Plaid. Enfin, pour finir ce démontage pour aujourd'hui, Ben pointe que toutes ces améliorations pourraient paraître futiles, mais qu'elles influencent l'efficience du véhicule. Aux États-Unis, il y a une mesure équivalente entre énergie. Pour une électrique, on parle de miles per gallon electric equivalent, soit l'équivalent en électrique d'une consommation d'essence. Là où les premières Model S faisaient 89 miles avec l'équivalent d'un gallon, les dernières en font 120 pour la même énergie, soit un gain de 35%.
Cela illustre bien l'importance de toutes les évolutions techniques pour notre usage quotidien. On attend avec impatience que l'équipe de Monroe rentre encore plus dans l'architecture de la batterie, mais cela, ce sera pour un prochain épisode. Le 7 février dernier, le constructeur d'hypercar Koenigsegg présentait un nouveau moteur aux performances exceptionnelles, le Quark. On n'en attendait pas moins des ingénieurs de cette marque haute en couleur et très axés sur la performance. 340 chevaux et 600 Nm sont au programme pour un moteur pesant à peine 30 kg. Ce poids est tout de même à relativiser puisqu'il tient compte du moteur lui-même et uniquement de celui-ci, hors de l'électronique de puissance et de la transmission. C'est pourtant un sacré exploit, mais qu'on attendait depuis quelques temps. En effet, Magna et d'autres équipementiers travaillent sur ce type de moteur depuis maintenant quelques années. Les moteurs actuels disposent de champs magnétiques à flux radial, ce qui est pratique et maîtrisé, mais moins efficace que le flux axial présent dans ce nouveau moteur. Koenigsegg a poussé le concept très loin pour avoir le moteur le plus compact et le plus léger possible. Pour cela, il a utilisé de la technologie aéronautique. Il fallait en arriver là car il est destiné à être intégré à la motorisation thermique de la Gamera, une de leurs hypercars. Avec deux moteurs Quark et leur onduleur, la voiture disposera de 670 chevaux et 1100 Nm de couple en tout électrique, pour 1700 chevaux au total et une vitesse de pointe de 400 km/h. Pourtant, cette auto n'est pas la finalité du Quark et n'en sera que la vitrine. Le constructeur suédois prévoit en effet de proposer son moteur à d'autres marques. La présence de l'entreprise automobile chinoise Beijing Automotive, ou BAIC, au capital de Koenigsegg, laisse augurer de la probable direction commerciale que peut prendre ce moteur. Si la technologie axiale semble prometteuse et présente beaucoup d'avantages, du moins en laboratoire, reste à en déterminer les inconvénients éventuels dans la vraie vie. À suivre en tout cas avec intérêt. J'ai souvent parlé de Henrik Fisker sur cette chaîne, mais malheureusement c'était souvent plus pour ses échecs et ses errances que pour ses réalisations. J'espère sincèrement qu'ici ce sera différent. Au début des années 2010, il avait défrayé la chronique avec la berline hybride Karma, qui a fini par couler l'entreprise et décrédibiliser le designer. Pour l'Ocean, Henrik Fisker semble avoir tiré les leçons et décidé de rester dans un rôle plus proche de ce qu'il connaît, le style et le design. Comme toutes ses réalisations, l'Ocean interpelle, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. On retrouve la patte de Fisker qui avait été tant appréciée chez Aston Martin par exemple. Ainsi, plusieurs améliorations stylistiques sont à noter dans la voiture, comme un écran tournant ou l'ouverture particulière du haillon arrière qui plaira aux surfeurs et autres amateurs de loisirs. Niveau technique, Fisker reste très imprécis sur les éléments composant son auto. Ses caractéristiques annoncées sont pourtant loin d'être exceptionnelles, elles sont tout à fait dans la norme. Et ça par contre, c'est exceptionnel de la part de Fisker. Il a visiblement tiré les leçons du passé et opté pour une conception externe de la voiture. C'est en effet l'équipementier Magna qui a apporté son expertise et probablement sa propre plateforme technique pour donner corps au design de l'Ocean. La production sera également le fait de Magna au sein de ses usines. La première à entrer en production sera celle de Ster, en Autriche, bien connue pour avoir produit les Mercedes Classe G ou les Peugeot P4 de l'armée française. Prévue pour arriver chez nous en novembre 2022 dans sa version de série, la voiture devrait faire ses débuts officiels à Barcelone le 28 février prochain au World Congress 2022. On espère que la totalité des prix sera annoncée puisqu'on n'a pour l'instant que le prix de base des modèles et non celui des options. La voiture est proposée de 41 900 à 69 950 €. Reste à voir si les prestations seront à la hauteur de son design et si la production sera en adéquation avec la demande. Toujours est-il qu'elle est annoncée en production pour novembre et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. À suivre également car Fisker pourrait bien mettre un peu de piment dans un marché pour le moment fortement ciblé par les marques chinoises qui profitent de l'inertie des constructeurs européens. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt dans un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien, ciao.